Bonjour à tous, merci pour votre compréhension par rapport au choix de la langue. C'est quand même plus facile pour moi de m'exprimer en français. J'espère qu'avec les dias, vous arriverez quand même à suivre le propos. Alors voilà, donc j'ai choisi ici un titre pour ma présentation un peu particulier, hein, pour un éclairage peut-être un peu différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici, l'éclairage du vécu des praticiens forestiers du canton du Jura confrontés à ces problèmes dans le hêtre. Donc, un titre un peu particulier, je le disais, avec cette connotation un peu médicale, clinique, hein, pour évoquer ce problème dans le hêtre. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on le ressent dans le canton du Jura depuis 2019. Hein. On a un peu l'impression d'être, en tant que forestier, surtout en Ajoie, on l'a beaucoup dit déjà cet après-midi, on a un peu l'impression d'être confronté à une espèce de pandémie ou d'un Covid du être. Hein. Je m'excuse, c'est peut-être pas une image très réussie, mais enfin, des fois, c'est un petit peu comme ça qu'on le ressent chez nous. On est sans doute l'un des cantons le plus touché, le plus concerné, si ce n'est pas le plus carrément. Et puis, on sait aussi que, si je me permets de l'évoquer comme ça, c'est que c'est une problématique qui pourrait bien s'étendre à d'autres régions suisses de plaine, en tout cas, ou de la chaîne jurassienne. Alors, c'est vrai que face à une problématique de cette ampleur-là, en étant en plus un petit canton, hein, dans le canton du Jura, on a quand même été bien obligé de réagir, d'agir, de prendre des mesures, de trouver des solutions avec les moyens du bord, toujours. Mais c'est vrai qu'on a quand même souvent aussi l'impression de tâtonner. Hein. On ne sait pas toujours si on fait juste dans ce qu'on fait. Et puis, justement, alors, cette idée de tâtonner, hein, ça évoque pour moi cette motion de l'ancien conseiller aux États Claude Esch, conseiller aux États jurassiens, qui a déposé cette motion en septembre 2019 après l'apparition de cette crise chez nous. Et dans le texte de sa motion, il évoquait cette notion de laboratoire in vivo. Et puis, c'est vrai que ça nous parle beaucoup parce que c'est effectivement comme ça qu'on le vit aussi dans notre canton, hein, ce caractère inédit, ce caractère expérimental un petit peu de ce qui nous arrive et puis qui est mis en évidence ici dans ce texte. Et puis, je crois que le terme n'est pas exagéré parce que c'est vrai qu'on est un peu dans notre canton, dans nos forêts, un laboratoire vivant où l'impact du changement climatique, hein, se vit vraiment en temps réel et puis il est parfois assez fort, assez brutal même. Et puis il prend des fois des tournures spectaculaires comme ça a été le cas en 2019 dans nos forêts, en particulier en Ajoie. Alors voilà, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un petit bout de cette expérience vécue depuis 2019 chez nous. Déjà pour vous raconter dans les grandes lignes, hein, ce qui s'est passé plus précisément, on en a déjà passablement entendu parler cet après-midi, j'y reviendrai assez rapidement sur ce qui s'est passé depuis le printemps et l'été 2019. Vous dire quelques mots aussi sur la stratégie que nous avons mise au point pour gérer cette crise. Et puis, surtout, évoquer les conséquences de cette catastrophe sur l'ensemble de notre système forestier, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, cette crise, elle a quand même remis en question passablement de nos acquis, passablement de nos pratiques bien établies, hein, celles que on nous a enseignées ici même aussi dans ces murs du poli, et puis qui sont remises quand même en question par certains aspects, en tout cas, à travers les constats que l'on fait aujourd'hui. Mais peut-être tout d'abord quelques mots rapidement aussi sur le contexte jurassien. Hein. Je peux simplement évoquer, on va parler beaucoup de l'Ajoie ici, qui se trouve dans le nord, au nord du territoire cantonal. Le canton du Jura est un canton fortement boisé, pas loin de la moitié de la surface du territoire est recouverte de forêts. C'est un canton qui se divise en 3 régions géographiques principales avec cette plaine de basse altitude de la Joie au nord. À l'inverse, ici, le plateau des Franches-Montagnes à 1000 mètres d'altitude environ, dominé par le fameux pâturage boisé résineux, Wittweiden.
en allemand, et puis finalement au centre du canton, et puis ici à l'est, le paysage typique du Jura plissé, des vallées du Jura plissé, que vous connaissez, avec quelques illustrations aussi. La forêt jurassienne, globalement, à l'exception des franches montagnes, c'est une forêt dominée par le hêtre, y compris du hêtre de qualité, hein, qui produit des qualités de sillage. Hein. Vous savez qu'on a une scierie de feuillus importante dans notre canton. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au cours des dernières décennies, on a une gestion forestière qui s'est passablement rationalisée, avec des grandes unités par garde forestier, et puis aussi un service cantonal centralisé avec un personnel forestier assez restreint. Voilà le contexte du canton du Jura. Alors, ce qui s'est passé en 2019, depuis le printemps 2019, je ne vais peut-être pas revenir sur les événements antérieurs, on les a déjà évoqués cet après-midi. C'est vrai il faut rappeler cette sécheresse exceptionnelle par sa durée aussi, par son intensité en 2018, où on a déjà constaté des signes de faiblesse sur nos peuplements de hêtres en nageois. Mais c'est bien sûr l'année suivante qu'on a vraiment pris la mesure de l'ampleur des dégâts de cette catastrophe, puisque en particulier en nageois, hein, on a bien dû se rendre à l'évidence. Au printemps 2019, les arbres sont restés gris, les feuilles ne sont pas sorties sur une grande quantité de hêtres. Et puis, ça nous a donné ces images qu'on a vues tout à l'heure déjà de ces peuplements tout gris en plein cœur de l'été. Par la suite, voilà, entre le printemps et l'été 2019, c'est vrai que le processus de dépérissement est allé assez vite. Hein, c'était quand même quelque chose de très rapide. Par là, les années suivantes, le phénomène a continué de se propager en nageois, mais de manière moins considérable, parce qu'il y a aussi beaucoup de coupes de bois sanitaires qui ont été faites. Il s'est aussi propagé aux autres régions du canton, mais sous une forme quand même moins aiguë, moins spectaculaire. Mais on n'en a pas fini quand même aujourd'hui avec ce dépérissement du hêtre dans notre canton. Alors voilà, j'ai repris quelques images. Il y en a déjà beaucoup qui ont été montrées cet après-midi, notamment celle de Valentin Queloz. Je vais passer assez vite, mais voilà, c'était pour vous donner quelques impressions de ces peuplements de hêtres en plein milieu de l'été, avec cet aspect hivernal. La qualité du bois aussi qui s'est très rapidement dépréciée, hein, du bois qui est devenu aussi rapidement très cassant en plein été, avec des bris de branches à tout moment, hein, avec bien sûr une problématique de danger accru pour le public en forêt. Voilà les fameuses images de Valentin Queloz, ce paysage un peu tristounet de ces forêts d'ajoie. Et puis, voilà, l'état des dégâts tels qu'on les a évalués à l'été 2019, automne 2019, on estime qu'on avait environ 200 000 mètres cubes de hêtres très fortement atteints ou carrément dépéris à l'automne 2019, disons. Donc, quand même, un volume très important, sachant que en moyenne, jusque-là, dans le canton, on exploitait environ 180 000 mètres cubes de bois pour l'ensemble du canton. Et là, on parle que de la joie. Alors, quelques mots sur la gestion de la crise, quand même, pour vous dire ce qu'on a fait face à cette situation. Pardon. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il nous a paru tout de suite important de pouvoir, en tant qu'autorité cantonale, service forestier cantonal, de pouvoir garder la main sur ce qui allait être fait dans le terrain par les gestionnaires. Ça nous paraissait aussi important de pouvoir communiquer d'une seule et même voix envers le public, notamment envers les propriétaires de forêts. C'est notamment pour ces différentes raisons qu'on a décrété cet état de catastrophe forestière, mais aussi parce que les seuils étaient atteints au niveau de notre canton. Et puis ensuite, on a rapidement mis au point une sorte de stratégie avec différents axes, différentes mesures.
mais surtout trois volets temporels assez logiques, hein. Finalement, la première priorité, c'était bien évidemment de gérer les dégâts. J'y viendrai brièvement tout à l'heure. Ensuite, on allait s'intéresser à la reconstitution de ces forêts endommagées et puis à l'adaptation des autres forêts qui avaient, entre guillemets, survécu. Ce sera la partie principale de mon exposé. Et puis, dans un troisième temps, on s'est rendu compte on n'échappait pas à une analyse de fond des limites de notre système qui encadre notre foresterie dans notre canton, et puis qu'on allait très certainement devoir entamer certaines réformes dans tous ces domaines de notre foresterie. J'y viendrai tout à la fin de mon exposé. Mais peut-être justement pour en revenir à la gestion de ces dégâts, alors il a fallu organiser les choses dans l'urgence, hein, vous pouvez l'imaginer, mais le but c'était de ne pas non plus céder à la tentation de vouloir trop en faire dans ces forêts, de vouloir trop sécuriser, trop intervenir partout. Donc, on est vraiment parti sur l'idée de la réduction du risque, là où il était devenu inacceptable. Et puis, on a donc décliné toute une série de mesures, mais la vision qui a été privilégiée dans notre démarche, c'était vraiment une vision nuancée selon le risque, selon les cas de figure, que l'on soit en présence d'une route ouverte au trafic, une route cantonale, par exemple, ou alors une infrastructure d'accueil en forêt, ou une simple route forestière où on n'allait peut-être pas intervenir tout de suite, ou même peut-être pas du tout. Donc voilà, il y a vraiment eu une nuance dans cette approche. Et puis ce qui était aussi important dans cette phase de gestion des risques, c'était de beaucoup informer la population, les propriétaires sur le risque accru et puis la nécessité aussi d'adapter son comportement en forêt en conséquence, notamment avec l'automne arrivant, la période de la chasse qui s'ouvrait, les champignonneurs, etc. Donc voilà, c'était un souci pour nous. Voilà pour ce qui était de la gestion des dégâts. Ensuite, au niveau de la reconstitution de ces forêts endommagées, parce qu'on a quand même des hectares et des hectares qui ont été touchés, qui ont été rajeunis pour une grande partie aujourd'hui, d'autres qui montrent encore des signes de faiblesse qu'on doit continuer de suivre. Alors là aussi, on a pris toute une série de mesures, notamment on a commencé tout de suite en 2019 par compléter la carte des stations pour l'ensemble du canton avec le focus sur la joie, évidemment, mais on n'était déjà pas si mal que ça, mais il manquait encore des surfaces. On a aussi introduit auprès des forestiers l'outil TRIAP en tant qu'une aide possible à l'analyse et à la décision pour le choix des essences de la forêt du futur, hein, parce que la station forestière, c'est quand même le point de départ de toutes ces réflexions sylvicoles, aussi pour l'évolution dans le futur. On a ensuite fait une étape importante avec la rédaction de nouvelles lignes directrices pour une sylviculture adaptative avec le concours du Centre de compétences en sylviculture, Pascal Junot, qui nous a accompagnés dans cette réflexion. On voit aussi la conversion vers la forêt irrégulière comme une solution possible pour nos forêts jurassiennes pour mieux répondre à ces défis du changement climatique. On n'a bien sûr pas oublié la biodiversité en forêt. On a essayé vraiment le plus possible de promouvoir les mesures de biodiversité, les surfaces de biodiversité en forêt. Et puis, il y a un point important aussi maintenant qui nous occupe ou qui nous préoccupe, c'est la question du traitement de ces futaies, ces jeunes futaies qui sont toujours bien là, mais qui montrent des signes de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce genre de peuplement? Vous savez peut-être qu'au niveau de la Confédération, avec la motion Fessler, on a aussi des aides maintenant
s'attaquer, entre guillemets, à ce type de forêt. Ça nous interpelle, on ne sait pas trop comment on doit s'y prendre. Enfin, on a quelques idées, mais voilà, c'est des questions quand même assez complexes. Et puis, on n'a pas vraiment encore de recul. On n'a pas de recul aujourd'hui sur ces points-là, par exemple. Alors, si j'en viens peut-être aux directives, à nos nouvelles directives ou lignes directrices pour une sylviculture adaptative, alors on s'oriente bien sûr vers ce qui est déjà largement connu, reconnu, largement admis. Hein, c'est ces principes d'adaptation que vous connaissez sans doute, qui figurent ici. On apporte aussi vraiment une volonté de prévenir tout interventionnisme excessif et inutile peut-être aussi en forêt, en prônant notamment le maintien le plus possible des êtres survivants le plus longtemps possible, hein, aussi dans un but de maintien du couvert, dans un but d'introduction d'irrégularité dans nos peuplements, mais aussi pour étaler finalement le rajeunissement, hein, de toutes ces surfaces fragilisées. Bien sûr, on prône toujours le rajeunissement naturel avant le recours aux plantations. Si plantation il doit y avoir, c'est notamment quand on est en présence de grosses trouées, hein, ou bien on a un manque d'arbres semenciers. Alors, on prône vraiment des plantations, si possible, ponctuelles et en complément du rajeunissement naturel. On encourage aussi le maintien de tout ce qui peut contribuer à enrichir la structure, hein, que ce soit les essences minoritaires, pionnières, le peuplement accessoire, les arbres, les semenciers, même s'ils ils sont de mauvaise qualité, des rustres. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, une chose qui nous paraît vraiment évidente, qui s'est aussi imposée à nous comme une évidence avec les observations, les expériences qu'on a faites, c'est l'importance aussi de diminuer le nombre de tiges de nos peuplements, puis de diminuer aussi la hauteur des arbres dans nos peuplements. Quand on a vu tous ces êtres très hauts avec un coefficient d'élancement élevé qui commence à sécher par le haut de la couronne, ça nous semble évident qu'il faut qu'on essaye de baisser un peu cette hauteur dominante et ce nombre de tiges dans nos peuplements. Mais malgré ça, il faut bien voir que, comme je l'évoquais, hein, on est quand même encore empreint d'incertitudes, hein, dans nos actions. Hein. Il y a toujours beaucoup de questions ouvertes aujourd'hui pour lesquelles on aimerait bien avoir des réponses, mais on n'a pas le temps d'attendre. Hein. On doit aller de l'avant avec ces surfaces aujourd'hui dans notre canton. Et puis, voilà, on en revient à cette idée de tâtonnement et puis de laboratoire expérimental vivant quelque part. Mais parmi ces questions, il y a tout d'abord celle de la capacité adaptative du être, celle de sa dominance aussi, celle de son aptitude à se maintenir dans les différents étages de végétation. Là, si on imagine que ça, c'est l'écogramme de la majeure partie de la joie dans le futur, on voit que la place du être, elle s'est réduite, hein, dans cet écogramme. Dans ces conditions, est-ce qu'on doit encore favoriser le être en ajoie aujourd'hui? Est-ce qu'on doit encore le sélectionner? Dans quelle proportion? Est-ce que sur le plan de la génétique, est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça ira assez vite? Et si on veut mélanger le être, alors de quelle manière on le fait? Voilà le genre de questions qu'on se pose aujourd'hui, hein. Il y a aussi la question on l'a évoqué juste avant aussi, de l'aptitude ou de la capacité des individus à tenir dans la durée pour échelonner le renouvellement des peuplements, échelonner la récolte aussi, la capacité des individus à supporter des éclaircies quand ils ont déjà été fragilisés par cette succession d'épisodes de sécheresse. Est-ce qu'on a raison de vouloir intervenir dans ces surfaces-là? Et puis, un dernier point peut-être ici important, c'est la validité aujourd'hui de nos outils de planification dans ce contexte complètement changeant, complètement dynamique.
complètement soumis aux aléas, au hasard de la nature. Typiquement, chez nous, on se pose même plus la question de savoir si on va encore faire des inventaires terrestres. On sait que ça, on y renonce. On va plutôt partir sur des solutions basées sur la télédétection, le GIS. Hein. Ensuite, par exemple, les planifications sylvicoles telles qu'on a appris à les faire quand on est dans un contexte où c'est la nature qui décide où elle va rajeunir, parfois même prématurément. Est-ce que ça a encore du sens de faire des planifications sylvicoles? Les tables de production avec tout ce qu'on a vu cet après-midi sur l'accroissement, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Je pense que la réponse est non. Donc voilà, c'est des questions concrètes auxquelles on est confronté parce qu'on doit, nous, déjà apporter des réponses aux gestionnaires, aux propriétaires. Alors voilà, j'en viens déjà au troisième volet de notre stratégie et à ma dernière slide pour cet après-midi, à savoir, cette situation, ce changement climatique, il a un impact, comme je le disais tout à l'heure, sur toute la foresterie de notre canton et sur les conditions cadres qui l'entourent. Hein. Cette crise, elle a remis énormément de choses en question. Elle nous a aussi montré que notre système, il avait quand même été conçu pour du beau temps, entre guillemets, avec de temps en temps un lotard par là-dedans, mais ensuite on peut continuer comme on a toujours fait et ça fonctionne. Aujourd'hui, avec ces dégâts combinés, on peut plus vraiment garder cette même approche. Elle permet plus de répondre à tous les défis de ce changement climatique. Typiquement, je l'évoquais, hein, nos plans de gestion, les planifications sylvicoles, même ceux qu'on a révisés très récemment, avant 2019, aujourd'hui, ils sont périmés, on peut les laisser de côté, les mettre à la poubelle. Ils nous servent plus à rien. Idem pour une carte des interventions sylvicoles, comme je vous disais, Scott, c'est la nature qui décide où elle va rajeunir la forêt. Une carte des interventions ne nous est plus d'une grande utilité. Donc, quelque part, on se retrouve un peu aujourd'hui face à une page blanche. Et puis, on doit essayer de réinventer nos outils, on doit essayer d'être créatif et puis surtout inventer des nouveaux outils qui tiennent mieux compte de cette incertitude, de cette variabilité et puis des risques aussi. Hein, j'évoquais les risques tout à l'heure. Les risques, c'est aussi la mise en danger des fonctions forestières, hein, de toutes les fonctions forestières, pas que la production de bois, mais aussi la protection, le délassement, la fonction sociale qui a été, par exemple, très fortement mise à mal dans les régions comme chez nous, ou Bâle aussi, où les forêts ont été impactées. Donc voilà, c'est des instruments différents qu'on doit faire évoluer, en tout cas aujourd'hui, pour mieux répondre à ces défis du changement climatique. Il faut aussi des outils flexibles qu'on puisse actualiser sans grand frais. Hein. Typiquement, j'évoquais les données de base qu'on doit essayer de pouvoir actualiser sans faire d'inventaire terrestre, par exemple. Ça, c'est ce qui figure un peu dans ce schéma quelque part. Il y a aussi un point important, c'est la formation continue des acteurs, hein, et la sensibilisation des propriétaires forestiers aussi à une gestion forestière peut-être moins régulière, moins constante, et puis plus réactive aussi, plus fluctuante. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. Puis j'évoque même pas encore la question du financement de tout ça, qui est encore un autre sujet. Donc, vous voyez encore bien du travail sur la planche, mais aussi des défis passionnants pour faire évoluer nos connaissances, faire évoluer nos interactions avec la forêt. Et puis, on se réjouit en tout cas de pouvoir continuer à compter sur les personnes qui se sont intéressées à ces problématiques, hein, qu'on a entendues aussi cet après-midi. Je profite de les remercier ici, hein, tous les instituts de recherche et leurs représentants qui se sont penchés sur ce problème. Et puis, on se réjouit de pouvoir continuer
à vous proposer des objets, des surfaces et puis des réflexions peut-être plus issues de la pratique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.